18 mai 2004. Un alpiniste suppliait les 2 derniers hommes restés avec lui sur l'Everest de ne pas l'abandonner. Il souriait encore 2 heures plus tôt. Ce qui s'est passé pendant ces 2 heures dépend de celui qui le raconte. Bienvenue à l'extrême limite, là où les enjeux sont élevés, mais personne n'est qu'un simple titre à la une. À la fin de 2003, de retour à Washington DC, cet homme, le docteur Nils Antezana, a offert à son guide un voyage tout frais payé jusqu'au sommet de l'Everest, avec les vols, l'équipement et les Sherpas inclus. En plus, une prime de $10 000 s'ils rentraient tous les 2 vivants. Le guide s'appelait Gustavo Lisi. Ils avaient déjà grimpé ensemble dans les Andes, et le site web de Gustavo disait qu'il avait atteint le sommet de l'Everest en 2000. C'était suffisant pour que Nils lui confie sa vie. C'était sa dernière chance d'atteindre le sommet de la plus haute montagne du monde. Il n'avait aucun moyen de savoir que ce guide serait un jour la raison pour laquelle il ne rentrerait jamais chez lui. Au printemps 2004, Nils et Gustavo sont partis au Népal, et les alpinistes au camp de base observaient ce petit homme aux cheveux argentés monter et descendre lentement l'Everest pour s'acclimater. Beaucoup d'entre eux se sont demandé ce qu'il faisait là-bas, au juste. Certains vous auraient dit qu'il n'avait rien à faire sur cette montagne. Mais en même temps, beaucoup de gens n'avaient rien à faire sur l'Everest cette saison-là, de toute façon. En 2004, le camp de base ressemblait plus à une ville frontière sans loi qu'à un poste d'expédition. Cette saison-là, les alpinistes transportaient des charges jusqu'à leur camp d'altitude, enterraient de la nourriture et de l'oxygène en bouteilles dans une tente zippée à 8000 mètres. Pour ne revenir que pour l'ascension finale et découvrir que leurs bouteilles et leur nourriture avaient été volées. De l'autre côté de la montagne, un chef d'expédition a frappé sa propre femme jusqu'à l'inconscience dans le camp pendant que son équipe regardait sans rien faire. Il n'y avait pas de police. Aucune règle à laquelle quiconque devait se conformer. L'Everest, en 2004, était un endroit où la seule chose qui vous protégeait était le caractère des personnes que vous aviez amenées avec vous. C'est pourquoi Nils a engagé 3 des meilleurs guides qu'on pouvait s'offrir. 2 Sherpas expérimentés, Big Dorji et Minma, qui étaient tous 2 déjà allés au sommet. Et il avait Gustavo, son guide et ami, pour le soutenir. À la mi-mai, les prévisions montraient que le vent faiblissait en altitude et qu'une rare fenêtre météo pour le sommet s'ouvrait. Ainsi, dans la nuit du 17 mai 2004, depuis le dernier camp à 26 000 pieds, Nils Antezana a allumé sa lampe frontale et a commencé à grimper vers le toit du monde. La nuit du sommet commence vers 22 ou 23 heures, car le trajet jusqu'au sommet depuis le camp 4 est une ascension de 12 heures. Si tout se passe bien, il faut y arriver en fin de matinée ou en début d'après-midi, et ensuite redescendre presque immédiatement, parce qu'il faut assez de lumière du jour et assez d'oxygène en bouteille pour la descente. Chaque alpiniste expérimenté dans l'Himalaya sait que le sommet n'est que la moitié du chemin. La ligne d'arrivée, c'est la tente que vous avez quittée. Nils a passé toute la nuit à monter, très lentement, un pas, un souffle, alors que des équipes plus rapides le doublaient dans l'obscurité. L'aube est arrivée. La matinée avançait. Les équipes qui étaient parties avant lui le débordaient à une vitesse terrifiante. Mais il n'avait pas peur. C'était exactement ce qu'il avait prévu. Et vers 10 heures du matin, le 18 mai 2004, Nils Antezana a gravi les derniers mètres de neige et s'est tenu au sommet du mont Everest. Il l'avait enfin fait. Il était désormais l'une des personnes les plus âgées à s'être tenu là. Pour un homme qui avait atteint le sommet absolu de sa carrière médicale et qui venait de dépenser une fortune pour contourner des années d'entraînement dans l'Himalaya, se tenir au sommet du monde devait être la validation ultime. Il avait acheté son record du monde et il comptait en savourer chaque instant. La plupart des alpinistes ne passent peut-être que 10 minutes là-haut pour prendre une photo rapide au sommet du monde avant de redescendre, car il n'y a pas assez d'oxygène là-haut pour maintenir une personne en vie, peu importe à quel point vous êtes préparé ou motivé.
pas Niels. Niels a pris photo après photo. Il a admiré la vue comme un homme sur le balcon d'un hôtel. Cet homme de 69 ans, qui ne pouvait absolument pas se permettre que la moindre chose tourne mal, est resté au sommet pendant 35 minutes, consommant son oxygène extrêmement limité. Et, incroyablement, le guide très bien payé qu'il avait engagé est simplement resté là à le laisser faire. Finalement, Niels a fait signe à Gustavo qu'il était temps de redescendre. Et au début, la descente ressemblait exactement à ce à quoi l'on pouvait s'attendre. Gustavo a dit qu'il est passé devant, en vérifiant les cordes fixes avant de s'y attacher. Derrière lui venait Niels, descendant prudemment un pas à la fois. Les deux Sherpas restaient proches et descendaient avec eux au même rythme lent et mesuré. Au-dessus, le sommet disparaissait derrière eux. Et le camp 4 était juste là, en bas. Les tentes ressemblaient à des points jaunes sur un océan sans fin de roches et de neige. Ils paraissaient assez proches pour y arriver vers midi. Mais quelque part au-dessus d'un affleurement rocheux appelé le sommet sud, moins d'1 heure après le début de la descente, c'est arrivé. La botte droite de Niels a manqué l'appui qu'elle visait. Personne n'a encore rien dit car il n'y avait encore aucune raison de paniquer. Niels était peut-être juste fatigué. Bien sûr qu'il l'était. Il venait de passer près de 12 heures à grimper jusqu'au point le plus haut de la planète. Mais maintenant, au bout de quelques pas, il s'arrêtait, s'appuyait sur ses bâtons et prenait plusieurs profondes inspirations à travers son masque à oxygène. Et maintenant, les pauses devenaient plus longues. Maintenant, son poids commença à basculer sur le côté le long de la corde fixe, comme celui d'un homme ivre incapable de distinguer le haut du bas. Big Dorji et Mingma se sont rapprochés de chaque côté de lui. Et un peu plus bas, quand l'un d'eux lui a parlé, la réponse qui est revenue était pâteuse et confuse. Il savait ce qui se passait. À l'intérieur du crâne de Niels, son cerveau enflait et désactivait ses fonctions dans un ordre précis. L'équilibre d'abord, c'était la botte. La parole ensuite, et le jugement en troisième. Et après le jugement, tout le reste. Niels était un spécialiste en pathologie clinique. Il avait passé des décennies à étudier le corps humain, mais alors que son cerveau enflait et lui retirait sa coordination, sa seule réaction fut de s'appuyer davantage sur ses bâtons. Il continuait d'essayer de marcher comme si son corps défaillant n'était qu'un léger inconvénient. Puis il se tourna sur le côté pour demander conseil à Gustavo, car c'était précisément pour ce genre de situation qu'il avait soigneusement choisi un guide compétent. Payer leur équipement et la prime de 10 000 $ servaient à cela. Ainsi, un professionnel pouvait se tenir à côté de Niels au moment où son cerveau commençait à faillir. Mais quand Big Dorji et Mingma regardèrent autour d'eux, Gustavo Lisi était introuvable. Alors les deux Sherpas ont fait le travail du guide et ont placé Niels entre eux, un homme de chaque côté, et ont commencé à le descendre de la montagne. Ce n'étaient pas des alpinistes novices qui faisaient de leur mieux. Big Dorji et Mingma avaient déjà atteint le sommet de l'Everest. Ils savaient exactement que ce qui lui arrivait n'était pas encore fatal. Mais les trois hommes grimpaient depuis presque toute une journée dans la zone de la mort. Ils étaient épuisés, et chaque minute passée à aider Niels était une minute de plus où leur propre corps risquait de céder. Mais ils continuaient lentement, péniblement, et au crépuscule, ils ont atteint cet endroit assez large, de la taille d'une petite pièce à environ 8300 mètres, que les alpinistes appellent le balcon. Malgré tous leurs efforts tout l'après-midi, ils n'avaient pu descendre que 300 mètres de dénivelé. Le camp 4 était aussi à plus de 300 mètres en dessous. Et sur cette corniche, Niels n'a plus du tout été capable de se tenir debout tout seul. Big Dorji et Mingma ont dû le descendre ici parce que ses jambes avaient complètement lâché. Son corps était simplement arrivé au bout de ce qu'il pouvait endurer après des heures d'escalade brutale. Les deux Sherpas se sont alors retrouvés face à une décision terrible. Ils ne pouvaient pas porter Niels sur la portion suivante parce qu'en dessous du balcon se trouve une longue pente de neige raide. Et tous les deux grimpaient depuis plus de 24 heures. Ils étaient déjà profondément, presque incroyablement fatigués. Rester avec Niels toute la nuit, à la belle étoile, par moins 40 degrés, cela signifiait aussi 3 corps sur cette corniche au lieu d'un seul. Voilà quelles étaient les options. Il n'y en avait pas de troisième.
parce que l'homme dont le travail était de créer une troisième option était introuvable. Alors ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont assis Niels bien droit dans la neige, le dos contre la pente. Ils ont planté des bouteilles d'oxygène dans la glace à côté de lui, assez près pour qu'il puisse les atteindre. L'espoir était que le repos et l'oxygène lui donnent assez de force pour se relever une dernière fois, attraper la corde fixe et descendre la montagne par ses propres moyens. Le cerveau de Niels défaillait à ce moment-là. Le gonflement lui aurait volé ce qui lui restait de discernement. Mais certaines choses ne nécessitent pas une lucidité parfaite. Il a compris ce qu'il s'apprêtait à faire. D'après Big Dorji, Niels a tendu la main et a attrapé leurs jambes. Puis il a dit « La montagne est ma maison, ne me laissez pas ». Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis Minma s'est doucement dégagée et les deux Sherpas se sont rattachés à la corde fixe et ont disparu dans l'obscurité grandissante. Niels a simplement été laissé là, seul, à 8382 mètres, pour payer le prix de son ambition. Dans le courant du 18 mai 2004, Niels Antezana est mort assis droit dans la neige. Son corps n'a jamais été retrouvé. Cette histoire aurait dû s'arrêter là, car les autorités du camp de l'Everest ne mènent pas vraiment d'enquête judiciaire. Le camp de base n'a pas de poste de police. Il n'y a aucun tribunal là-haut. Un alpiniste meurt en altitude, la saison continue, et les archives enregistrent une ligne de plus. Altitude, descente et corps non retrouvés. Mais dans les jours qui ont suivi, d'un bout à l'autre de la montagne, les alpinistes revenaient toujours à une question simple. La même question que vous vous posez probablement depuis le début de la descente. Où était Gustavo Lisi? Où était l'homme dont le seul travail était de rester auprès de son client? Un sauvetage était-il possible? Un autre guide aurait-il pu l'atteindre avant la nuit? La seule façon d'y répondre était de demander à l'homme lui-même. Et ce qu'il a dit était un véritable cours magistral d'enfumage. Des histoires qui auraient rendu Don Draper fier. Petit détour. Chaque mois, il y a une histoire qui n'est jamais publiée sur YouTube. Elle est là si tu la veux. Lien Patreon ci-dessous. Alors, où en étions-nous? Gustavo Lisi était étonnamment disposé à parler de ce qui s'était passé cet après-midi-là. En fait, il en a beaucoup parlé. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il racontait l'histoire, il ne la racontait jamais deux fois pareille. Dans une interview, Gustavo se souvenait avoir eu du mal à suivre le groupe. Épuisé, à peine capable de suivre les Sherpas alors qu'ils essayaient de descendre Niels. Dans une autre, il a dit qu'il se souvenait d'être devant. Il se précipitait au camp 4 pour préparer le terrain. Parfois, il semblait perdre ses forces tôt. Parfois, beaucoup plus tard. Même le moment où il s'est séparé de Niels variait d'un récit à l'autre. Aucune de ces versions ne semblait impossible. Pris individuellement, chacune d'elles était crédible. Ce n'est qu'en comparant les histoires que les alpinistes ont remarqué les incohérences. Mais cela ne prouve rien en soi, car tout le monde sait que la mémoire au-dessus de 8200 mètres est un très mauvais témoin. Chaque homme sur cette arête n'avait pas dormi depuis plus de 24 heures, respirant à chaque seconde un air qui ne contient qu'un tiers de l'oxygène que le cerveau reçoit normalement. Il existe toujours un moyen de vérifier un récit qui change. Les alpinistes qui l'ont étudié l'ont utilisé. Vous trouvez le récit qui ne change pas, et vous mesurez tout par rapport à lui. Le récit qui ne change pas appartient à Big Dorji et Mingma. Les deux Sherpas l'ont raconté simplement, et cela n'a jamais changé. Niels a commencé à faiblir dès la première ou la deuxième heure de la descente. Ils l'ont soutenu, chacun d'un côté. Ils ont passé tout l'après-midi à le descendre depuis un endroit au-dessus du sommet sud jusqu'au balcon. À aucun moment, dans aucun récit, le guide n'aide son client. Ce récit contient tout ce que les histoires de Gustavo n'avaient pas. C'était précis, c'était cohérent. C'est étayé par la simple arithmétique qu'implique le fait de porter un homme sur un dénivelé de 1000 pieds en descendant la montagne. Et c'est confirmé par l'endroit où tout le monde a fini cette nuit-là. Mais ça n'avait tout simplement aucun sens. Comment un guide professionnel peut-il faire ces erreurs? Pas une seule erreur, mais une série d'erreurs. Laisser un homme de 69 ans rester au sommet
pendant 35 minutes. Aucun appel radio lorsque le client a commencé à faiblir. Aucun plan, aucun sauvetage, aucun message laissé à qui que ce soit au camp 4. Ce ne sont pas des défaillances physiques. Ce sont des lacunes dans ses connaissances. Le genre de choses que même les types ordinaires savent tout simplement. Alors attends une minute. Qui était Gustavo Lisi? Personne n'avait songé à poser cette question avant l'ascension. Parce que cet homme avait une agence de guides, un site internet rempli d'expéditions dans les Andes. Et en haut de son CV figurait la mention qu'il avait atteint le sommet de l'Everest en l'an 2000. Mais désormais, les gens posaient la question. Et heureusement, l'Everest est un endroit remarquablement difficile où il est remarquablement difficile de mentir, car c'est l'un des lieux les plus documentés au monde. Quand les alpinistes ont recherché Gustavo Lisi dans les archives de la saison d'ascension de 2000, ils s'attendaient à voir une preuve. Ils n'ont rien trouvé. Mais c'est encore pire, parce que la monnaie d'échange d'un sommet de l'Everest, c'est une photo prise au sommet. C'est la preuve ultime que chaque client demande à voir avant d'engager quelqu'un. Et Gustavo en avait une aussi. Il montrait cette image de lui-même depuis des années, au sommet du monde, en 2000. Mais lorsque des alpinistes ayant réellement été sur l'Everest en 2000 examinaient attentivement cette photo, ils ont remarqué quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. Parce qu'il appartient à un autre alpiniste qui s'est réellement tenu au sommet du monde en 2000, qui est revenu avec ses photos du sommet, et dont les photos s'étaient retrouvées, d'une manière ou d'une autre, entre les mains de Gustavo Lisi, présentées pendant 4 ans comme étant les siennes. La preuve, au cœur du business de Gustavo, l'image qui scellait l'accord avec chaque client qui demandait à voir une preuve, avait été volée à un homme qui avait réellement fait ce que Gustavo prétendait seulement avoir fait. Il s'est avéré que Gustavo n'avait en réalité jamais atteint le sommet de l'Everest lors de la saison 2000. Il s'en était au contraire approché d'extrêmement près, à environ 200 mètres du sommet, avant d'être forcé de faire demi-tour. Revenir sur ses pas ici n'est pas honteux. Les gens honnêtes précisent où ils ont dû faire demi-tour, et cela ne leur coûte rien d'autre que leur fierté et leur ego. C'était le seul prix que Gustavo Lisi ne pouvait pas payer. Il est rentré chez lui après la seule expédition sur l'Everest de sa vie. Il s'est attribué le sommet d'un autre, puis l'a affiché sur son site web et a commencé à faire payer des clients pour grimper avec l'homme sur la photo. Donc, l'ami et professionnel dont Niels pensait qu'il avait gravi précisément la montagne que lui-même voulait gravir et qu'il était rentré chez lui sans incident, n'avait en réalité fait ni l'un ni l'autre. L'écart d'expérience que Niels savait avoir, l'écart qu'il avait dépensé tout cet argent pour combler, était comblé par un homme qui avait exactement le même écart. Quand Gustavo Lisi a accepté cet accord, il retournait délibérément dans la zone de la mort pour qu'un client payant le ramène au sommet qu'il avait humilié. Et Niels n'en avait aucune idée. Il pensait qu'il achetait de l'expérience qui compenserait son âge. Au lieu de cela, il a, sans le savoir, mis sa vie entre les mains de quelqu'un qui avait bâti cette expérience sur un mensonge. Que cela ait influencé ou non les décisions qu'il a prises là-haut ce jour-là, seul Gustavo Lisi peut vraiment répondre. Peux-tu imaginer l'ego qu'il faut pour faire ça? Mais, chose presque incroyable, presque impossible à croire, ça empire. Parce que devine ce que Gustavo a fait après être descendu de cette montagne cette nuit-là, le 18 mai 2004, et avoir atteint les tentes du camp 4 alors que son client était toujours assis dans la neige, 1000 pieds au-dessus de lui. Il est allé dormir. Et pour être juste envers cet homme, Gustavo est descendu de cette montagne dans un état vraiment mauvais. Ses forces l'ont abandonné en chemin. Et d'après ses dires, l'épuisement l'a frappé si fort qu'il pouvait à peine continuer à avancer. Il a dit qu'il avait atteint les tentes du camp 4 tard cette nuit-là, vers 23 heures, complètement épuisé. Et un homme dans cet état, cette nuit-là, on peut lui pardonner de s'effondrer dans un sac de couchage. La zone de la mort épuise tout le monde. Peut-être qu'il ne lui restait vraiment plus rien, mais le sommeil redonne des forces à un homme. Mais les informations que Gustavo détenait n'attendaient pas qu'on se réveille. Il était la seule personne au camp 4 à savoir que son client de 69 ans était encore là-haut, pas encore hors de danger. Et tout autour de lui, sur le col sud, se trouvaient les tentes des autres expéditions avec des bouteilles d'oxygène pleines. Leur dire ce qui s'était passé ne coûtait rien d'autre que des mots. Il n'a rien dit à personne.
Il n'a pas donné l'alerte cette nuit-là, ni au lever du soleil, le 19 mai non plus. Ni après le repos, ni après l'oxygène. Pas même aux dernières heures du matin, quand il était encore possible que le cœur de Niels batte. Mais quelque chose a tout de même filtré, car le lendemain, le site web de Gustavo Lisi avait été mis à jour. Le monde a vu une bonne nouvelle venue de l'Himalaya. Une expédition réussie, l'atteinte du sommet de l'Everest. Si vous étiez un ancien client, ou mieux encore, un futur client lisant cette mise à jour, tout s'était parfaitement déroulé. Le guide a encore tenu ses promesses. Le client dont l'argent avait financé l'expédition, toujours assis à 1000 pieds au-dessus du camp 4, frigorifié et impuissant lorsque cette mise à jour a été envoyée, n'était même pas mentionné. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Mais il existait bel et bien pour Gladys. Gladys Antezana était mariée à Niels depuis 38 ans. Et en 38 ans, à travers le travail et en gravissant chaque montagne qui s'est dressée devant eux, ils avaient un accord. Ce serait lui qui prendrait le risque. Et puis, dès qu'il était en sécurité, le téléphone sonnait. Il ne l'avait jamais rompu, pas une seule fois, en près de 40 ans. Gladys était hospitalisée à Baltimore cette semaine-là, se remettant d'une opération mineure. Le 18 mai, elle était allongée, calculant le décalage horaire mentalement. S'il atteignait le sommet le matin, il reviendrait au camp le soir, ce qui veut dire qu'il était censé appeler bientôt. Puis, le 18, c'est terminé. Et le 19 est passé. Le téléphone a finalement sonné 2 jours après le sommet, et la voix au bout du fil n'était pas celle de son mari. C'était une voix forte et rauque qui lui disait que son mari avait atteint le toit du monde, qu'il avait été extrêmement heureux là-haut. Mais quelque chose avait mal tourné pendant la descente, et Niels n'est pas revenu au camp. La voix a dit qu'il était mort. Puis, lors de ce même appel, il a demandé où devait-il envoyer les affaires de son mari. C'était tout ce que Gladys savait. Pas de corps, ni d'explication qui tiennent la route. Juste une promesse qui avait finalement été rompue. Pour la plupart des familles, ça s'arrête là. Car que peut-on vraiment faire ? Il n'y a pas de funérailles sans corps, pas de rapport de police là où il n'y a pas de police. Everest vous ferme la porte au nez et l'industrie derrière s'en fiche. La montagne est dangereuse, il connaissait les risques. Et Gustavo aurait échappé à toute responsabilité pour ce qui s'est passé là-haut sans Fabiola Antezana. Fabiola était la fille de Niels. Et quelques jours après cet appel, elle était dans un avion pour Katmandou. Parce que Fabiola n'était pas restée chez elle sans nouvelles pendant 6 semaines. Elle avait eu des nouvelles de son père tout au long de l'expédition. Et quelque part, au cours de ces semaines, parmi les nouvelles ordinaires de sa vie quotidienne et la dernière grande aventure d'alpinisme de son père, quelque chose d'autre s'était glissé. Les choses entre Niels et Gustavo ne se passaient pas comme elles étaient censées se passer. Et son père la tenait informée. Maintenant, en soi, cela ne signifiait presque rien. Clients et guides finissent toujours par se taper sur les nerfs lors de chaque longue expédition. Ce n'était pas le genre de chose pour laquelle on abandonnerait une expédition, mais cela a été déterminant pour la suite. Parce que lorsque cet appel de condoléances à Gladys est finalement arrivé, tout le reste du monde n'y a entendu qu'une tragédie d'alpinisme. Fabiola entendait autre chose. Surtout lorsque le guide avec qui son père avait eu des problèmes était le même guide qui est redescendu sans lui, a gardé la nouvelle pour lui pendant 2 jours et qui maintenant, étrangement, était pressé d'envoyer ses affaires par la poste. Elle n'était pas prête à s'arrêter là. Elle devait savoir ce qui s'était passé. Sa première étape fut la trace écrite laissée par l'expédition. Et cela a permis une première découverte. La mort de son père était déjà consignée comme un simple accident dû à l'altitude. Aucune enquête n'a été ouverte ni prévue. Le gouvernement du Népal en avait fini avec Niels Antezana avant même que l'avion de sa fille n'atterrisse. Elle s'est alors tournée vers des gens. Elle a commencé à rechercher toute personne qui se trouvait sur la montagne cette saison-là. Mais la saison était terminée et les témoins se dispersaient dans une 12aine de pays. Ceux qu'elle joignait avaient fait carrière là-haut. Des carrières qui ne survivent pas à un témoignage contre des guides. Les gens étaient polis et très désolés pour sa perte. Mais ils disaient très peu de choses, à part la version du Sherpa et les récits changeants de Gustavo. Mais même lorsque les pistes à Katmandou se sont taries, elle a posé ses questions aux journalistes et aux enquêteurs de la communauté d'alpinisme, message après message,
à tous ceux qui avaient les moyens de chercher. Et ça a marché. Les alpinistes qui étaient passés par la montagne ont commencé à confronter officiellement leurs témoignages sur Gustavo. La communauté a examiné son dossier. Et tout ce que vous avez appris plus tôt dans cette vidéo, la saison blanche de 2000, la photo volée, l'entreprise construite sur le sommet atteint par un autre homme, a été révélée au grand jour, consignée dans les archives où aucun futur client ne pourrait l'ignorer. Un journaliste du Washington Post a passé des mois à reconstituer l'expédition heure par heure. Et Michael Kotas, un journaliste lauréat du prix Pulitzer qui escaladait lui-même l'Everest cette saison-là, a fait de cette affaire le point central de son livre sur ce qu'était devenu la montagne. Le chemin parcouru dans cette vidéo, c'est leur travail. Mise en mouvement par une fille sans insigne, sans autorité légale et sans corps à enterrer, qui a décidé que dire « la montagne est dangereuse », ce n'était pas une réponse. Donc, pour une affaire avec des preuves aussi claires, on pourrait penser que c'est une affaire simple à résoudre, non? Gustavo aurait dû être arrêté et inculpé pour quelque chose. Négligence, abandon. Ou au moins pour fraude. Voici ce qui s'est réellement passé. Rien. Souvenez-vous, le gouvernement du Népal avait déjà enregistré la mort de Nils Antezana comme un décès de routine dû à l'altitude et avait refusé d'enquêter. Et aucun tribunal ailleurs ne s'en est jamais saisi. Eh bien parce qu'aucun tribunal ailleurs ne le pouvait. Suivez la question de la juridiction, vous verrez le piège. Le guide était argentin. Le client était américain. La mort est survenue au Népal, à 27 500 pieds, dans un endroit où aucun enquêteur ne se tiendra jamais, où les preuves sont gelées sur une arête que personne ne peut facilement atteindre. Gustavo Lisi est simplement parti. Et il est retourné travailler. Pendant des années, Gustavo Lisi guidait des clients payants lors d'ascensions de montagnes en Amérique du Sud. De nouveaux clients qui ont probablement ouvert un site web, lu le CV et fait confiance à l'homme qui se tenait devant eux, tout comme Nils. Parce que dans un monde sans tribunaux, la dénonciation publique est la seule peine possible. Dans les milieux de l'escalade, son nom est devenu le symbole de tout ce qui ne va pas avec l'escalade non réglementée. Sur les forums, les grimpeurs se demandaient ouvertement comment cet homme pouvait encore travailler, comment il pouvait encore être membre de clubs alpins respectés. Et la réponse, à chaque fois, était identique à celle offerte par le Népal à Fabiola. Nul n'avait l'autorité pour l'arrêter. Dans le guidage en haute altitude, le seul contrôle des antécédents est celui que fait le client lui-même. Et les clients ne lisent pas les forums d'alpinisme, ils lisent les sites web. Le système qui n'a pas puni Gustavo Lisi est le même système qui lui a permis d'être guide dès le départ. Il n'a jamais changé. Et lorsque la famille Antezana l'a confronté directement, Gustavo Lisi a dit l'une des choses les plus scandaleuses de toute cette catastrophe. Il a contesté avoir jamais été le guide de Nils. D'après la version de Gustavo, il était simplement un ami de Nils qui se trouvait par hasard sur la même expédition. L'homme à qui Nils a fait confiance au point de traverser la moitié du monde pour lui confier sa vie a ensuite affirmé qu'il n'avait jamais été son guide. Juste un ami qui se trouvait là par hasard. Personne n'a jamais été inculpé pour ce qui est arrivé à Nils Antezana. 12 ans plus tard, un autre alpiniste est entré dans cette même zone de la mort, poussé par la même soif de prouver quelque chose au monde. Sauf que cette fois, aucun guide ne serait là pour endosser la faute. Cette histoire vient ensuite.